Bonjour à tous, on se retrouve suite à l'intervention du séminaire Coaching Club du 1 et 2 juin. Voici donc la partie théorique sur l'iso inertiel, comment l'inclure dans sa pratique. L'ensemble de l'intervention, elle est basée autour de l'idée que l'iso inertiel, c'est pas juste une machine éccentrique et qu'on puisse aller beaucoup plus loin que cette idée-là pour vous accompagner dans ce que vous proposez aux athlètes. Rapidement, pourquoi l'iso inertiel? Si on garde en tête les comparaisons entre charge libre et iso inertiel, sur les études, on a 10% de gain sur l'augmentation de la force, l'endurance de force, changement de direction, CNG squat jump et récupération. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, on est au-delà de 30%. Et ça, c'est lié justement au fait qu'on individualise et qu'on aille chercher les données que je vais vous présenter. Euh, Contrairement aux études où on est obligé de normer et standardiser pour l'ISO inertiel, ça a peu d'encombrement, facile de transport, facile d'utiliser, ça s'adapte très vite aux athlètes, une grosse capacité de transfert et une dose minimale très faible. Donc si on résume, avec l'ISO inertiel, on a des résultats plus hauts, plus rapides et une meilleure récupération. L'organisation de la présentation, on aura une partie évaluation avec les data à regarder et comment vous pouvez les utiliser pour orienter votre pratique et l'individualisation des athlètes, une partie de développement et ensuite la récupération. Rapidement, le test que je vous recommande de faire, qui est le plus facile à mettre en place et le plus rapide, qui vous donne le plus de données, c'est un test incrémental. On a deux passages de 10 secondes avec un passage à charge vide, un passage à charge pleine de la machine. Ça, c'est le test le plus rapide. Sinon, je vous conseille de faire un test charge vide, profil force et un test charge vide, profil vitesse, un test profil force, charge pleine et un test profil vitesse, charge pleine, ce qui fait 4 passages de 10 secondes. Sur ces tests, on va regarder la notion de timing avec les temps d'atteinte Vmax, Pmax et Fmax. On va regarder les variations de vitesse entre l'excentrique et le concentrique et la variation de vitesse selon l'amplitude de mouvement. Comme on l'avait vu dans les différentes présentations, l'iso inertiel, ce qui influence la charge, c'est la vitesse de rotation de cette charge. Donc, c'est ça qui va prédominer dans la capacité entre guillemets de force, on pourrait appeler ça. La capacité d'accélération et de freinage sur l'impulsion, RFD, RFA et sur le signal moteur. Et donc ça va nous permettre de pouvoir optimiser les zones de développement, que ce soit individualisé à chaque athlète, et que vous suiviez les progressions. Mais si on reprend le développement des qualités qu'on avait vu lors des précédents webinaires, donc on fait le lien avec les data et ça va nous donner la matrice, donc la Global Flywheel Screening matrice, qui fait le lien entre les données et les qualités. Donc, en fonction du réglage de la charge et du profil force-vitesse, on va avoir 4 grands domaines. La stabilité, ça sera plutôt orienté en termes d'entropie et de capacité d'équilibre d'un système, que ça soit métabolique ou la gestion du bruit. Ensuite, on aura l'aspect technique, donc habilité motrice, capacité de répéter un mouvement avec de la fatigue et dans le temps, et coordination. On aura l'exploitation de la charge. Est-ce que cette charge, je la bouge ou je me fais bouger par cette charge? Ça, c'est des notions qui sont importantes à préciser et surtout à observer. Et ensuite, sur la partie musculaire, on sera sur les qualités classiques que vous connaissez, force, vitesse, puissance. Si on replace maintenant les datas qu'on a vues, on voit qu'elles couvrent quand même l'ensemble des domaines que je vous ai présentés. Et ça va nous donner l'opportunité derrière de pouvoir cibler nos qualités de développement. Si on fait la passerelle entre les qualités et les indicateurs, on aura
Donc, dans un premier temps, les temps d'atteinte Vmax, Pmax, Fmax, on sera sur tout ce qui est développement de la puissance, explosivité, force maximale, avec la partie recrutement et tout ce qui est neural output. Ensuite, sur la comparaison entre l'excentrique et le concentrique, on aura une grosse valence coordination intermusculaire et ratio de force excentrique-concentrique, avec ce qui va déboucher sur la suite et l'objectif pour l'athlète, l'excentrique à haute vitesse, qui n'est pas faisable avec d'autres outils. Sur les variations de vitesse durant l'amplitude, on sera sur le contrôle moteur, la stabilité articulaire avec des informations et des liens sur notamment tout ce qui est récepteur tendineux de Golgi et l'aspect proprioceptif sur l'articulation. On aura un lien avec la relation force-étirement des muscles et ça va nous permettre soit de travailler à des angles déficitaires, mais aussi de comprendre et d'observer si, selon en fait la vitesse, on se rend compte qu'on a des angles qui apparaissent déficitaires et du coup une incapacité à gérer certains niveaux de force à certaines vitesses. L'un des exemples qu'on peut mettre sur les protocoles, ça sera par exemple sur tout ce qui est complexe, isométrie et ensuite restitution. On fera par exemple de l'isométrie à l'angle choisi et ensuite enchaîner sur une restitution à l'iso inertielle, plutôt orientée concentrique ou excentrique. Et après, ce qu'on peut faire sur tout ce qui est rep partiel et les protocoles que vous connaissez, on peut l'utiliser à l'iso inertielle. Sur les données d'impulsion, on sera sur la capacité à gérer une force à haute vitesse et sur l'explosivité. RFD, RFA, sur la vitesse de développement et d'absorption de la force et sur la réactivité musculaire. Donc, on va pouvoir rentrer et faire le lien avec tout ce qui est stabilité réflexe et qui débouche sur les notions de core training et des travail de gainage sur des voies réflexes et tout ce qui est engrammage moteur. Ensuite, la fin sur le signal moteur, on sera sur l'activation neuromusculaire et la coordination sensorimotrice. Donc maintenant, comment on développe ces qualités principales, force, puissance, réhabilitation, skills ou pas. Donc pour l'inclure dans sa séance, ce que je vous propose, c'est différents objectifs, un protocole PAP, un protocole force, un protocole skills, régénération et assistance. Sur le PAP, ce qui ressort le mieux sur les études et sur le terrain, c'est ce protocole-là. 3 fois 6 reps au squat. Là, à chaque fois, je vais donner des exemples de squat pour que ce soit facilement transférable et parlant. Donc 3 fois 6 reps au squat avec la flywheel, 2 minutes de récupération passive entre sur 2 niveaux d'inertie, 0,29 ou 0,61. Cela va dépendre si on veut être plus sur de l'activation pour de la puissance ou pour de la force. Et vous pouvez aussi faire le lien avec les tests individuels en fonction de justement à quelle charge l'athlète sortait le plus de vitesse, de puissance ou de force. Le but, c'est de lui mettre la charge qui lui va lui convenir le mieux. Et donc, du coup, l'effet PAP sera en récupération passive optimale aux alentours de 6 minutes après ce protocole-là. Sur le protocole Force Max, on sera sur 4 à 6 séries de 2 reps pour lancer la machine, plus 6 secondes de travail à intensité max, récupération 5 minutes, sur une charge supérieure à 0,51. L'objectif là, c'est vraiment d'aller le plus vite possible et on va pouvoir nuancer ce protocole selon l'objectif. Si on veut être dans de la force pure, comme on l'a vu ici, où on était dans un développement en fait des qualités neuromusculaires, donc de force, on va orienter le protocole tel qu'il est. Si par contre on veut aller chercher de la capacité d'absorption ou par exemple
de la désensibilisation des organes tendineux. Ce qu'on fera, ça sera de aller très vite et au bout de 6 secondes, aller chercher une absorption de la charge avec un freinage le plus vite possible. Donc le but, c'est 2 reps, 6 secondes de travail max, et ensuite essayer de arrêter la machine le plus rapidement possible. Donc l'idéal serait en moins de 3 secondes. Ouais. Et pour les meilleurs, ça serait de tourner autour de 1 seconde et demie si vraiment on est sur des athlètes experts. Mais essayer de freiner une charge à lancer à haute vitesse max en 3 secondes, ça me paraît cohérent pour ce développement-là. Et là, on sera plus sur un aspect absorption et qualité hypertrophie. Donc, on sera plus sur hypertrophie fonctionnelle ou des qualités comme ça là. Sur la partie skills, donc protocole geste semi-technique. Semi-technique, ce que j'appelle, c'est pas du mimétisme, pas du functional training, mais des patterns qui jouent un rôle central dans le développement technique de l'athlète dans cette discipline. Si on reprend Franz Bosch, c'est ce qu'on va parler d'attracteur ou de fluctuateur. Donc l'idéal serait de mettre un pattern tourné avec au centre l'attracteur. Donc on sera sur 4 séries, 2 reps pour lancer, 20 secondes de travail à une charge inférieure à 0,50. Ça, c'est plus pour la partie développement, ancrage. Quand je parle de 20 secondes, c'est vraiment pour des athlètes élites sur l'iso-inertiel. On va se rendre compte que pour des athlètes débutants, déjà 10 secondes, c'est très difficile. Sur ce premier protocole, on sera vraiment sur de la réussite et non sur de la quantité ou du volume de travail. 5 minutes de récupération entre 2 séries. Le second protocole, ça sera plus sur un aspect plutôt orienté résistance technique, donc capacité à augmenter sa précision et sa répétabilité de technique, et notamment lorsqu'elle se dégrade et avec de la fatigue. Donc on sera sur la même chose, mais sur un travail qui sera 60 secondes pour les experts, 30 à 40 secondes pour les débutants. Et là, ça, il ne faut pas l'inclure de manière directe. Il faut mettre un premier cycle de développement d'au moins 4 semaines. Là-dessus, à 2 séances par semaine, on est entre 4 et 8 séances avant de partir là-dessus. Et là-dessus, on sera sur toujours une charge inférieure à 0,51, mais avec un profil vitesse et un excentrique bas. Sinon, on va dégrader les schémas moteurs et ça sera pas pertinent. On mettra de la fatigue, mais il faut qu'elle soit positive, cette fatigue. Ensuite, sur le protocole régénération, moi je le place généralement en lendemain d'activité traumatisante, que ce soit un match, une séance hypertrophie, une séance de développement énergétique importante, séance de développement de la force importante. On va avoir des gains sur la partie régénération, que ce soit stock métabolique, aspect structurel, myofacial et même tout ce qui est système lymphatique. Donc c'est vraiment intéressant. Donc entre 3 et 12 séries de 2 reps plus 30 secondes de travail, récupération 5 minutes. On sera sur une charge inférieure à 0,21, travail à amplitude maximale sur un rythme comme on pourrait le voir sur un rythme balistique. L'idéal serait de caler un métronome pour venir augmenter les effets et notamment sur tout ce qui est système sympathique et parasympathique sur cette balance. Et enfin, sur le protocole assistance, on sera sur entre 3 et 5 séries de 2 reps plus 20 secondes, récupération 2 minutes, inférieur à 0,21, profil force excentrique bas, ça sera plus sur du signal tendineux, donc ce qui va nous permettre de faire de la régénération de tendons.
avec tout ce qui est mécanotransduction. Donc, généralement, si on reprend les protocoles de travail en réhab, sur le tendon, il faut que rapidement on arrive à au-delà de 70% du 1RM pour venir le solliciter. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met une charge basse, mais on va chercher profil force. On commence par excentrique bas et rapidement on peut monter en excentrique haut. Et ensuite, la deuxième partie protocole assistance, ça s'apparente plus à l'assistance de manière globale avec l'aspect vasculaire, ou ceux qui sont formés sur Julien Pinot, ce que lui appelle le 100 reps. Et donc là, on sera sur 3 à 5 séries de reps plus 40 secondes, récup 2 minutes, toujours la même charge, profil vitesse et excentrique bas. Moi, l'objectif là-dedans, c'est quand même de partir sur l'excentrique bas, pas aller chercher de fatigue et de temps de récupération trop long. On est sur des microdoses d'excentrique qui vont jouer leur rôle et qui vont être pertinentes pour l'athlète. Et là, on sera sur ce qu'on appelle renforcement global tissu conjonctif. Alors que là, on était quand même plutôt typé tendon. Et si on fait des séances longues avec des réglages tendons, je pense que ça fera plus d'assistance. C'est dans quelque chose qui sera un peu mixte et qui va créer de la fatigue. Donc, à garder en tête, la data aide à la prise de décision, ça c'est la première des choses, mais c'est pas obligatoire. Ce que vous pouvez le voir comme on l'a montré en séminaire, c'est que vous avez des tips à prendre en compte sans la data pour pouvoir utiliser l'ISO inertiel et être dans les bonnes zones de développement. Il est important de recontextualiser la situation et de régler votre machine et votre séance en fonction de ça. La stimulation, elle peut être positive ou négative. Et ça, c'est important de le garder en tête. Et donc, ça permettra de le joindre au reste des séances pour que ça aide et pas le contraire. Et ensuite, c'est la capacité de transfert où, mine de rien, l'iso inertiel va avoir une grande capacité de transfert. Et le levier et le juge de tout ça, ça sera le transfert dans la discipline. Voilà, j'espère que cette partie théorique vous a permis de compléter l'intervention. Pour ceux que ça intéresse, il y a en téléchargeant un QR code, vous aurez les différentes méta-analyses sur lesquelles je me suis basé pour construire le cours et qui viennent en fait compléter tout ça, notamment sur les différents domaines d'intervention. Donc ça, vous l'aurez en scannant le QR code. Vous le recevrez par mail. Et ensuite, je reste disponible pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas et voir comment je peux lui accompagner sur l'iso inertiel dans votre pratique. Merci à tous.